le 3, Avatar 3, La Voix du Feu. C'est pas déjà sorti. Non, c'est sorti. Le 3 est sorti au cinéma. C'est au cinéma, mais pas sur les plateformes. Si, c'est sur 10. Oh, c'est bon, je vais commencer. David a regardé. Si c'est sur Disney, c'est payant. Non, c'est pas payant, c'est pas payant. On dira Calix. Oh, les bébés, je vous ai dit, j'ai commencé. Bonsoir tout le monde. Je vous demanderai avant toute chose de partager le live. Sur Facebook, je vous demanderai d'écrire @followers ou à la une followers à la une. Sur TikTok, je vous demanderai de prendre là le cœur du jour et tout au long du live de tapoter, d'envoyer tout ce que vous pouvez envoyer parce que vous savez que c'est ceux qui contrecarrent les signalements parce que à tous les lives, nous sommes signalés à coup sûr. Je vous demande également, s'il vous plaît, sur TikTok de partager le live là en bas. Je vois qu'il n'y a que 3 personnes qui ont partagé, ce qui n'est pas normal, alors que là vous êtes au moins déjà une bonne vingtaine. Partagez dans les inbox, partagez le lien dans Messenger, dans WhatsApp, Telegram, Signal, hein, partagez au maximum. Je fais ce live ce soir, c'est suite aux révélations, suite à ce que nous a annoncé Brice Clotaire Oligui hier, hein, parce que vous savez que depuis plusieurs jours, nous sommes dans la fameuse cérémonie de vœux, ces cérémonies inutiles, hein, ces cérémonies où ces institutions viennent raconter monts et merveilles, et Oligui le leur rend bien, hein, ils appellent ça des cérémonies de vœux, des cérémonies qui coûtent aux contribuables et qui n'apportent rien du tout aux Gabonais, des cérémonies dont on peut actuellement se passer. Donc, hier, Brice Clotaire Oligui Nguema a comme ça, dans une opération savamment orchestrée, dans une opération de manipulation, Oligui Nguema a instruit, hein, le ministre de l'Intérieur et je crois en parlant avec le président d'une autre institution qui ne sert strictement à rien, ce qu'on appelait avant le Conseil économique et social, qu'ils appellent aujourd'hui le CESEC, je crois. Il a instruit ces derniers à voir comment mettre en place un référendum concernant l'instauration ou plutôt le retour de la peine de mort au Gabon. Vous savez, pour nous qui avons vu très tôt qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, pour nous qui avons vu très tôt la mise en place de la machine actuelle de gouvernance, nous vous avons dit que ce monsieur n'est pas quelqu'un qui est venu pour les intérêts du peuple gabonais. Attendez, je vais enlever cette oreillette. Il n'est pas venu pour les intérêts du peuple gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans une manipulation politique, est en train de vouloir instaurer la peine de mort au Gabon. Et vous avez, depuis qu'il l'a dit, vous avez, encore une fois, beaucoup de compatriotes émotifs qui vont de leurs commentaires en disant « Oui, il nous faut la peine de mort, oui, tous les assassins des crimes rituels, des CR, etc. Oui, oui, oui. » Mais
comme je vous le dis, je pense que le gros problème que nous avons dans notre pays, c'est que une grande partie de nos compatriotes sont émotifs. Une grande partie de nos compatriotes ne savent pas, à tête reposée, analyser certaines décisions, certaines situations et aller rechercher. Aujourd'hui, nous avons tous les outils qui puissent permettre à un Gabonais lambda, dès l'instant qu'il a un smartphone et une connexion, il y a la possibilité d'aller faire des recherches. La peine de mort au Gabon. Mais la peine de mort au Gabon n'est pas nouveau. Le Gabon a déjà connu la peine de mort pendant des dizaines d'années. Le Gabon a instauré la peine de mort. Mais lorsque vous étudiez, lorsque vous vous remémorez dans cette pratique, mais c'est une pratique qui ne touchait essentiellement que les pauvres. C'est une pratique qui ne touchait essentiellement que les désœuvrés. Jamais cette pratique, il faut le dire, n'a été dissuasive. Même pour des bandits de grand chemin, la peine de mort n'a jamais dissuadé des bandits de grand chemin. Jamais. Je vous invite à aller consulter les archives de l'Union. Les archives de l'Union sont en île. Allez-y sur Google, tapez archives de l'Union. Vous ne trouverez pas un seul politique qui aurait commis des crimes financiers ou qui serait l'instigateur de crimes rituels, qui déjà du temps où la peine de mort, Mbolo Tata, bonsoir Yves Sylvain, vous ne trouverez pas un homme politique qui déjà, du temps où les crimes rituels sévissaient, n'avait été attrapé, jugé et condamné à mort pour ces crimes. Les seuls qui ont subi cette peine, c'était uniquement les pauvres, quelques désœuvrés. Et même, nous avons eu dans notre histoire un malade mental, quelqu'un qui n'avait pas toute sa raison, qui a été condamné à mort et exécuté. Donc la peine de mort, lorsque vous regardez notre histoire au Gabon, n'a jamais dissuadé ou fait chuter la criminalité. C'est un éhonté mensonge. C'est de la manipulation pure et simple du pouvoir actuel. Mais vous me direz, ok au Gabon, mais allez-y, regardez aujourd'hui les pays qui jusqu'à présent appliquent cette peine. Les pays qui, tels que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, vous verrez que non seulement la peine de mort ne dissuade pas les criminels, mais qu'il y a de plus en plus de peines de mort et il y a une criminalité galopante. Allez-y. Allez-y sur Google, ChatGPT, Gemini, allez-y faire des recherches, allez-y voir quel est le taux d'exécution et le taux de criminalité dans tous ces pays. La peine de mort n'a jamais dissuadé des criminels de grand chemin ou autres. Jamais. Mais voilà que vous avez un homme politique qui, dans une manipulation éhontée, vient vous faire croire que la solution pour dissuader ceux qui commettent les CR, vous comprenez, je vais dire CR pour éviter les sanctions sur TikTok. Donc, vous avez Oligui Nguema qui nous sort de son képi l'instauration de cette peine, de la peine capitale, pour, selon ce qu'il dit, dissuader, endiguer oui, Médang, exactement. C'était Médang qui avait été exécuté et qui, en réalité, n'avait pas toute sa tête. Mais ça, malheureusement, comme le Gabonais ne connaît pas son histoire, comme on n'enseigne pas l'histoire du Gabon dans nos établissements, personne ne sait. Très peu même de Gabonais savent que le Gabon, pendant longtemps, a appliqué la peine capitale, que cette peine capitale a été suspendue vers la fin des années 90 et qu'elle a été abrogée récemment, en 2010, si mes souvenirs sont bons, ou en tout cas dans les années là 2010-2020, entre cette tranche. Très peu de Gabonais le savent. Très peu de Gabonais le savent. Donc, vous comprenez que c'est une manipulation savamment orchestrée parce que faire croire
que ce qui va dissuader les auteurs de CR de le faire, c'est la peine de mort, mais c'est tout simplement oublier qu'en réalité, depuis les années 80, ceux qui ont amené ces pratiques fétichistes, criminelles au Gabon, mais ce sont les hommes politiques. Ce n'est pas le Gabonais lambda qui n'a pas de moyens, pour commanditer ces CR à coût de plusieurs millions. Ce sont eux les hommes politiques. Ces mêmes hommes politiques qui prennent la parole, qui font semblant d'être émus lorsqu'il y a des crimes, mais qui en réalité sont ceux-là les commanditaires. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui font croire que ces CR trouveront leur solution à travers la peine capitale. Mais je suis désolé. La peine capitale, dans tous les pays, n'est que la conséquence, n'est que la conclusion d'un procès. Mais pour qu'il puisse avoir procès, il faudrait d'abord qu'il puisse avoir enquête, et enquête qui est aboutie. Donc même si aujourd'hui nous avons la fameuse peine capitale qui est admise, mais comment appliquerez-vous la peine capitale s'il n'y a pas d'enquête et si les enquêtes ne débouchent sur rien du tout? Parce que c'est ça le cœur du problème. Le problème n'est pas la peine capitale. Le problème est que non seulement ce sont ces hommes politiques qui sont les commanditaires, ce sont ces hommes politiques qui savent utiliser des personnes désœuvrées, qui n'ont aucun scrupule à ôter la vie pour quelques miettes, mais en plus, lorsque ces exécutants se font souvent attraper, eh bien, ce sont eux qui, soi-disant, payent le prix sans que jamais on ne remonte auprès des commanditaires, sans que jamais les commanditaires soient attrapés. Sous le règne d'Oligui Nguema, n'avons-nous pas vu ce CR à Franceville à répétition? Bon, mettons-nous dans le contexte. Ok, il y a la peine capitale. Sans enquête, pensez-vous que... D'accord, on a attrapé celui qui a déjà toute une famille à Franceville. Où sont les commanditaires? Où est le commanditaire? Il y a eu de nombreux CR, pareil, à Franceville, à Léconie. On a attrapé quelques-uns où on n'a pas du tout attrapé. Où sont les commanditaires? Et vous savez, la grande manipulation, c'est que lorsque des hommes politiques veulent faire passer quelque chose, ils créent une situation. Ils créent une psychose, ils créent un contexte pour mieux faire adhérer ce qu'ils veulent faire. N'oubliez pas une chose, c'est que le propre des dictateurs, c'est toujours de dire qu'ils ne font pas les choses en leur nom, qu'ils ne créent pas des lois en leur nom, mais c'est plutôt le peuple qui le fait. C'est plutôt le peuple qui fait le référendum, c'est plutôt le peuple qui se décide. C'est le peuple qui, lorsque la Constitution bloque, empêche le dictateur de se présenter à nouveau, ils viennent et ils nous disent toujours qu'à chaque fois, le peuple a demandé à ce qu'on modifie la Constitution. Et vous verrez que ce sont des gens qui donnent toujours l'image de personnes soucieux du respect de la loi et de la démocratie. Voilà pourquoi vous verrez par exemple que le nom de leur parti, tiens, Parti démocratique gabonais, Parti démocratique guinéen, Parti du peuple, Parti de ceci. Regardez par exemple, pareil, à l'étranger, regardez le nom des partis, par exemple le Parti communiste et autres, lorsqu'ils prenaient un pays, République démocratique allemande, République populaire de Chine et autres. Alors qu'en réalité, ce sont des États, ce sont des gouvernements qui sont tout sauf démocratiques. Mais il faut se donner un semblant de légitimité. Et aujourd'hui, la légitimité a été tout simplement de relancer les commandes de crimes rituels, ces mêmes hommes politiques qui aujourd'hui sont au pouvoir, et donc engendrer, créer une psychose qui sert en réalité celui qui est à la tête, Oligui Nguema. Ça lui permet
de militariser davantage le pays, sous prétexte de la sécurité des citoyens, ça lui permet de créer des lois encore plus dures. Je vais également vous rappeler une chose, c'est que dans les pays dictatoriaux où la peine de mort est instaurée, prenez même le cas du Nigeria, la peine de mort s'applique quasiment exclusivement aux hommes politiques. La peine de mort s'applique aux opposants de ceux qui sont au pouvoir. La peine de mort s'applique exclusivement aux pauvres. Jamais vous n'avez vu dans ces pays le fils d'un président, d'un ministre, ceux-là qui font entrer des drogues, des stupéfiants, des cocaïnes dans nos pays, jamais vous ne les avez vus arrêtés, condamnés à mort ou condamnés à 10, 20, 30 ans de prison. Jamais. Même lorsque ces personnes ont commis par exemple des meurtres avérés ou même des morts par accident de voiture et autres, jamais vous ne les voyez faire la prison. Jamais. Mais par contre, le pauvre, dans les mêmes conditions, se retrouvera en prison pour de longues années ou alors tout simplement victime de la sentence maximum qu'est la peine capitale. Voilà en fait ce dans quoi Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de vous amener par l'émotion. Parce que pour vous, lorsqu'il vient vous parler de peine capitale pour dissuader les crimes rituels, dans votre tête, vous pensez qu'à ça. Mais malheureusement, cette peine capitale ne viendra pas pour les crimes rituels. Cette peine capitale ne découlera jamais sur la condamnation d'un homme politique pour ça. Mais ce sont les hommes, les opposants qui seront victimes de ça. Je vous demande par exemple de vous remémorer toutes les personnes qui ont été arrêtées sous Ali Bongo, toutes les personnes ou même sous Omar Bongo, toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils étaient des opposants. Merci pour ça, pour la baleine. Toutes les personnes qui ont été arrêtées sous Omar Bongo ou sous Ali Bongo parce qu'ils étaient des opposants. Quels étaient les chefs d'inculpation? Haute trahison. Très souvent, il y avait tout un chapelet d'accusations, mais il y avait toujours haute trahison. Et c'est ce qui permettait de justifier qu'on puisse donner 10, 15 ans de prison lorsque, voilà, on ne donnait pas la peine de mort. Je me rappelle, il y a quelques années encore, même des simples activistes, je me rappelle, vous aviez par exemple Patrick Oyabi, lorsqu'il a commencé, l'un des pionniers à faire l'activisme, je veux dire sur le terrain, l'activisme moderne bien sûr, là, sur le terrain au Gabon, lorsqu'il a été arrêté, l'un des chefs d'inculpation, c'était la haute trahison. Donc vous comprenez que dans un contexte qui a changé, où hier nous avions quand même des politiciens à la tête, là nous sommes dans un contexte où ce ne sont pas des politiciens qui sont à la tête, mais des chiens de guerre, des militaires enragés, des militaires, des gens qui estiment que la gouvernance, c'est la violence militaire. Donc vous avez comme ça des gens qui ne vont pas hésiter à utiliser le maximum qui puisse leur permettre de se débarrasser de tous leurs détracteurs, de tous leurs opposants. Et c'est de ça dont il s'agit. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous rappeler un épisode par exemple en Occident. Lorsque le monde était malgré nous polarisé en deux blocs, capitalistes et soviétiques et communistes, les États-Unis ont lancé une politique qu'ils appelaient la politique d'endiguement, c'est-à-dire qu'il fallait contenir, il fallait bloquer l'avancée du communisme. Et à l'époque, le Vietnam, qui au sortir de la Seconde Guerre mondiale était sous la coupole de la France, le Vietnam a refusé de revenir sous le giron colonial français et a naturellement commencé la guerre contre la France qui a été rapidement balayée. Les États-Unis ont trouvé un motif qui a été l'attaque d'un de leurs navires dans cette baie qui s'appelait la baie de Bien Bien Phu, et c'est le motif en fait qu'ils ont trouvé, le prétexte pour pouvoir entrer en guerre contre le Vietnam et en réalité contre la Russie et la contenir. Aujourd'hui, 30-40 ans après, les archives déclassifiées américaines nous montrent que c'était une histoire à dormir debout. Ça a été la même chose dans les années 90
hein, là, récemment, les années 2000, là, 2001, avec les attaques du 11 septembre. Il fallait mettre la main sur l'Irak, sur son pétrole, et puis on a créé un motif. Là, récemment, ça a été la même chose sur le Venezuela. Il fallait créer un motif pour s'occuper, pour s'accaparer de son pétrole, de ses pétroliers, de ses terres. Donc, si je vous donne cet exemple, c'est pour vous dire que lorsque les hommes politiques veulent, coûte que coûte, faire passer une de leurs politiques, faire passer ce qu'ils veulent, ils vous créent comme ça une situation. Rappelez-vous, en 2016, pour justifier la militarisation du Gabon, Ali Bongo n'avait pas hésité, l'ancien pouvoir n'avait pas hésité à nous mettre en scène des dizaines d'armes de guerre lourdes abandonnées sur une plage, en nous disant, voilà, que c'était des hommes qui, ils ont trouvé ça sur une plage. Et jusqu'aujourd'hui, aucune suite. De la même manière, vous avez vu il y a quelques jours, pour pouvoir justifier la séquestration de l'épouse du président Albert Ondo-Ossa, pour pouvoir se justifier la séquestration et la torture morale de la fille du professeur Albert Ondo-Ossa qui vient d'avoir son bac, Oligui Nguema a envoyé ses voyous numériques pour dire comme ça à toute la population que en réalité, M. Albert Ondo-Ossa est en France en fuite, a voulu sortir sa famille rapidement du pays parce qu'il lancerait une attaque militaire. Donc vous voyez que pour pouvoir justifier la criminalité, la dictature va créer en général des situations. Donc Oligui Nguema, laissant faire tout ce qu'il y a autour aujourd'hui de ces crimes rituels, de la psychose, a mis la population gabonaise dans un état qui lui permet aujourd'hui facilement d'accepter cela. Mais je vais revenir sur un épisode. Sur l'épisode qui a été la parodie de ce qu'ils ont appelé le dialogue national inclusif. Je vous rappelle que c'est au cours du long entretien que j'ai eu avec Oligui Nguema, qu'il m'a proposé personnellement, pensant que voilà, que j'étais certainement devenu un Edungue, qu'il m'a proposé de faire partie de cette parodie du dialogue, et lui-même m'a mis dans la commission justice, droit et liberté. Mais dans cette commission, parmi les plus de 900 propositions que le peuple avait envoyées dans ce dialogue, à travers les refontes des futures lois que le peuple aspirait, il y avait effectivement l'instauration, le retour de la peine de mort. Inutile de vous rappeler, parce que je l'ai fait sans cesse, que dans cette commission, j'étais avec des présidents de tribunaux, j'étais avec des magistrats, des procureurs, des avocats, des huissiers de justice, des traditionalistes, j'étais avec les professionnels du droit, et dont le ministre de l'époque. Nous avons longuement penché sur la question du retour de la peine de mort. Et au final, nous avons écarté ce dispositif comme future proposition de loi pour la simple et bonne raison évoquée tout à l'heure, c'est que la peine de mort n'est nullement dissuasif. Le Gabon a appliqué cela pendant des années, ça n'a jamais été dissuasif. Au contraire, c'était une arme politique utilisée contre les détracteurs du tenant du pouvoir. Nous avons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, comparé ceux qui jusqu'aujourd'hui appliquent la peine de mort, donc les États-Unis et autres, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine, et le constat était que il y a non seulement de plus en plus d'exécutés par an, l'Iran, tout ça, il y a de plus en plus d'exécutés, mais il y a que la criminalité ne fait qu'augmenter. C'est quand même paradoxal. Pour une peine qui est censée effrayer les brigands, une peine, la Thaïlande également, merci Tatanzao, une peine qui est censée effrayer tellement les brigands, les criminels financiers, que ça permettrait de faire chuter la criminalité. Donc nous avons observé tous ces paramètres et nous avons conclu que ce n'était pas en réalité le dispositif approprié pour régler ce problème. Autre chose, nous, toujours concernant cette situation,
toujours concernant la peine de mort, nous nous sommes dit qu'en réalité, c'est rendre la justice totalement indépendante, rendre le pouvoir judiciaire totalement indépendant, qui permettrait d'endiguer, je dis bien qui permettrait d'endiguer la criminalité. Parce que ceux qui encouragent aujourd'hui en réalité la continuité des crimes rituels, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'enquête. Ou alors s'il y a des enquêtes, elles sont mises de côté. S'il y a des enquêtes et qu'elles se retrouvent au palais de justice, ces enquêtes sont mises dans des tiroirs. C'est ça le nœud, le véritable nœud du problème. Le nœud du problème n'est pas la peine, non. Les peines sont suffisamment dissuasives. Le fait de savoir qu'on va passer toute sa vie en prison, hein, la réclusion à perpétuité, c'est assez dissuasif, surtout dans nos cachots qu'on appelle prison. Mais lorsque vous qui êtes contacté pour exécuter ces basses besognes, vous savez que vous êtes protégé par la police, par l'armée, par les magistrats, ben naturellement ça vous encourage. Et c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de faire croire au peuple gabonais que c'est la peine capitale qui va changer les choses. Sinon, dans ce cas, dites-nous si les enquêtes fonctionnent, si la justice est indépendante. Dites-nous alors pourquoi, par exemple pour le cas de notre fils Cameron, dont c'est le soir d'ailleurs la veillée, hein, et j'adresse à nouveau à la famille mes condoléances, si les enquêtes aboutissent, avancent, mais donc dans ce cas, pourquoi jusqu'à présent le commanditaire hein, de ce crime crapuleux n'est toujours pas présenté devant la justice? Vous comprenez? Vous comprenez un peu cette justice, cette loi, ce corps judiciaire à deux vitesses. Si vous, de façon anonyme, vous êtes au Gabon, n'importe où, mais caché de façon anonyme, vous utilisez les réseaux sociaux pour vous plaindre, dans les 48 heures, les mêmes services judiciaires, les services de renseignement arrivent à mettre la main sur vous. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit de criminels rituels, lorsqu'il s'agit de politiciens, ce n'est toujours pas le cas. Donc, j'appelle véritablement à la vigilance du peuple gabonais. Le peuple gabonais, faites attention à l'émotion créée pour pouvoir faire passer des lois qui vont vous mettre la corde au cou. Faites attention parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est quelqu'un qui a beaucoup étudié le peuple gabonais et qui sait quels sont les mots qui faillent qu'ils sortent pour que le peuple le suive aveuglément. Mais sachez une chose, c'est que tout ceci est mis en place pour sa seule gloire, pour se maintenir. Retenez-le. Et j'aimerais également vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous pensez peine capitale à cause des crimes rituels, mais n'oubliez pas que dans certains pays, dans certains États, le simple fait de commettre des détournements de fonds est passible de la peine capitale. Combien d'hommes au Gabon, parmi les multimilliardaires que nous avons, ont fondé leur richesse sur le vol de deniers publics? Combien aujourd'hui, qui sont à la tête de différentes institutions, de différentes organisations patronales ou bancaires, aujourd'hui devraient se retrouver en réalité devant les tribunaux, devraient se retrouver, si on appliquait la peine capitale comme les autres, devraient se retrouver à Orlando. Combien? Donc, je tenais à vous faire ce live ce soir pour vous dire, faites attention. Le problème que nous avons, c'est que nous voyons plus vite. Nous voyons les choses grâce aux renseignements que nous avons, grâce aux analyses que nous faisons. Nous voyons les choses très vite. Donc, ne vous laissez pas. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que lorsqu'on est dans une gouvernance avec une justice aux ordres, celui qui acclame Oligui Nguema aujourd'hui, peut être celui-là qui demain va crier au complot, va pleurer à l'aide. Ne l'oubliez pas, parce que c'est ce que vous allez vivre tout au long de ces années, tout au long des mois et des années qui viennent.
Ne vous y trompez pas. N'oubliez pas une chose, c'est que le pouvoir en place, lorsqu'il veut se débarrasser de vous, peut du jour au lendemain vous interpeller, amener les caméras avec une saisie, par exemple, de drogue importante. C'est ce qu'ils ont fait avec le neveu de Sylvia Bongo. Parce que Sylvia Bongo et Oligui Nguema Noureddine avaient un deal qui était de je vous pille, je vole tout ce que vous avez, je vous laisse partir après les tortures et on s'arrête là. Mais comme ces derniers l'ont dupé, ont rendu public ceux qui à l'époque étaient perçus comme du Congossa, il s'en est pris jusqu'aujourd'hui où je vous parle, par exemple, au neveu de Sylvia Bongo. Et ça a commencé avec la drogue que la DGSS a amenée. On a fait d'une personne du jour au lendemain un braconnier ou ce genre de choses. Donc n'oubliez pas que demain, en fonction de vos positions, en fonction du langage que vous aurez, en fonction des problèmes que vous pourrez avoir avec les gens de un peu de papa, un peu de maman, en fonction de ça, on pourra vous présenter du jour au lendemain comme étant l'un des plus grands criminels, comme étant l'un des plus grands ennemis de la nation. Et on vous effacera aussi simple que ça. Et je vais également vous rappeler une chose, c'est que lorsqu'on instaure des lois aussi dangereuses, qui sont celles de la peine capitale, il faudrait qu'on soit sûr que le système judiciaire, juridique, est plus ou moins correct. Même dans les grandes nations où le droit s'applique, même dans les grandes nations où vous avez la possibilité d'avoir des avocats, des ceci, des recours, il y a des erreurs, il y a des machinations, il y a des complots. Donc si déjà chez eux, c'est comme ça que ça se passe, et que c'est souvent 20, 30 ans plus tard qu'on se rend compte que « Ah, mais la personne était innocente, ah, mais c'était un complot », qu'est-ce que ça donnerait au Gabon? Ou au Gabon, même quand on sait que vous pouvez venir avec les preuves qu'on a agressé sexuellement votre fille ou votre fils, que vous avez le nom du coupable, que le coupable a avoué, mais même avec ça, ça ne suffit pas pour que la loi soit appliquée et que justice vous soit rendue. Donc attention à l'illusion qu'on est en train de vous donner. Attention à l'illusion qui est de faire croire qu'aujourd'hui, la peine capitale serait cette lettre du Scrabble qui va régler certains problèmes. Ce n'est pas le cas. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de justice libre et indépendante. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de corps judiciaire libre et indépendant. Sinon, il y a longtemps, je dis bien il y a longtemps, que les crimes rituels auraient pris fin. Il y a longtemps que la corruption, les détournements de deniers publics auraient pris fin. Si vous avez à la tête de notre État quelqu'un qui, plutôt que d'appliquer la justice, donne des promotions à ceux-là qui ont pillé le pays depuis des dizaines d'années, comprenez que le futur, la suite, n'augure rien de bon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Peut-être rajouter également que notre frère Boris, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce nom. En fait, je pense à Onkra, mais c'est pas Onkra. Boris Onkira. Notre frère Boris Onkira est toujours au B2. Il n'est pas sorti. C'est important que les Gabonais le sachent. C'est important que vous sachiez que M. Boris Onkira, sa femme que vous avez vue en pleurs, que M. Boris Onkira est toujours dans les geôles du B2 pour avoir tout simplement dit ce qui s'est passé le jour de l'accident, de l'abandon de ces nouvelles recrues du génie militaire. Son épouse aujourd'hui est muselée avec interdiction de parler si elle veut que son mari sorte des cellules du B2. Parce que vous avez tous vu, ce monsieur a été pris, a été mis pendant une semaine au B2. Ce monsieur a été sorti, amené à l'hôpital militaire pour faire une vidéo. C'est les éléments du B2 qui, oui Hugues, je te fais monter, ce sont les éléments du B2 eux-mêmes
qui filmaient, hein, et une fois qu'ils ont terminé de filmer, Monsieur Brice dira qui dit sa sœur a été bien traitée, tous les accidentés ont été bien traités, il s'était trompé, etc. Une fois qu'ils ont fini ça pour désorienter l'opinion publique, ils l'ont ramené en cellule. Et c'est ça qui a fait perdre patience et le calme de son épouse qui, au final, a sorti la vidéo que vous avez vue. Mais vous avez vu que ce pouvoir a désorienté aujourd'hui une grande partie du peuple en faisant circuler cette vidéo au maximum, en faisant croire qu'en réalité, ah bon, après les pleurs de la dame, le monsieur est sorti. Il n'est pas sorti. Quel que soit ce que certains activistes du palais vous ont dit que oui, voilà un parent, un frère ou une sœur a envoyé un audio pour dire qu'il est sorti. Ce n'est pas vrai. Monsieur Brice Onkira est toujours maintenu dans les cellules, dans les geôles du B2. Voilà la vérité. Maintenant, peut-être qu'après la pression que nous mettons, peut-être qu'après cette pression, ils le sortiront. Mais pour l'heure, il n'est toujours pas sorti. Il lui reproche d'avoir dit en réalité ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'abandon des recrues, d'avoir dit qu'en réalité ces recrues, ça fait 6 mois qu'elles ont été prises par le génie militaire, qu'elles sont utilisées comme des manœuvres pour travailler dans l'axe Ntoum-Kokobich, et qu'elles le font, qu'elles se déplacent sur leur propre fonds en utilisant des clans d'eau. Donc il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas dire que lorsqu'ils étaient à l'hôpital militaire, la hiérarchie militaire, donc du génie militaire, n'a pas bougé le petit doigt. C'est ça qui est reproché à ce monsieur, parce que selon le B2, selon les militaires, ils estiment que dès l'instant où vos parents ont signé, donc c'est-à-dire sont engagés dans les corps habillés, dès cet instant, vos parents ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à l'armée. Voilà ce qui est reproché à ce monsieur. Parce que beaucoup de Gabonais se disent, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Voilà ce qui lui est reproché. Et voilà la gouvernance d'Olivier Nguema. Je tiens à vous rappeler que le B2 est sous la direction directe d'Olivier, de la présidence. Et comme ce n'est pas la première fois que cela arrive, parce qu'on peut comprendre qu'une première fois, on peut dire c'est un excès de zèle. Mais lorsque ça s'est répété comme ça plusieurs fois, on se dit la hiérarchie, normalement, aurait pris des dispositions. Mais si vous voyez que ça continue, c'est parce que tout simplement la hiérarchie est d'accord avec ça. Voilà la vérité. Et ne vous laissez pas dérouter, ne vous laissez pas tromper. Avez-vous vu une vidéo de la femme avec son mari et les enfants? Bonsoir, grande sœur Flavienne. Avez-vous vu aujourd'hui une vidéo de la femme, des enfants, remerciant ou expliquant que bon, c'est bon, il est rentré, etc. et que la famille est avec lui? Non. Aujourd'hui, ce monsieur est toujours dans les cellules du B2. La femme qui a osé faire une vidéo sur TikTok pour montrer son désarroi a été menacée et se trouve aujourd'hui interdit de refaire ce qu'elle a fait. Voilà la vérité. Donc peut-être qu'ils attendent que l'affaire se tasse, comme Oligui lui-même le dit, qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est bon, les Gabonais sont passés à autre chose. Peut-être que c'est ce qu'ils attendent, je ne sais pas, mais voilà la vérité. Et aussi, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Avez-vous vu, entendu une voix de toutes les grandes gueules de la République s'élever par rapport à cette situation? Non. C'est le silence radio. Parce que lorsqu'on est à table, pour des personnes bien élevées, on nous a toujours dit qu'on ne parle pas la bouche pleine. Ce qui arrive ce ne sont que les prémices des choses à venir. Hugues Méphane, j'ai accepté, mais apparemment ça a refusé. Donc je ne sais pas, c'est peut-être la connexion ou les attaques, je ne sais pas. Donc ce qui est en train d'arriver là, je vous dis, ce ne sont que les prémices des choses à venir. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire concernant cette situation, concernant les crimes rituels, concernant
la, la, la peine capitale, hein, concernant également ça, le dernier sujet évoqué là, de notre frère Brice Onkira. Mais aussi, j'aimerais rappeler, parce que avant-hier, ça a également été dit, concernant le musellement des syndicats, vous avez vu, hein, parce que quand j'ai fait ma publication, il y en a qui ont dit, oh, écoute là, tu as un problème contre Oligui, parce que bon, malheureusement, nous sommes dans un pays où, vous savez, même dans les dictatures les plus terribles, les plus coriaces, les plus criminelles, vous avez toujours des personnes qui en tirent avantage. Mais qui sont ces personnes? Ceux qui dirigent, les parents et amis. Donc, c'est-à-dire que sous le régime dans lequel nous sommes, quel que soit ce que nous allons dénoncer, qui est mauvais, vous verrez toujours les parents et amis venir sur les réseaux sociaux, même lorsque tout est... Ok, j'ai relancé, hein, Hugues. Même lorsque tout est évident, vous verrez ces personnes venir vous dire « Ah non, voilà, c'est pas normal, c'est une erreur ». J'ai eu une longue discussion avec l'une de ces personnes, l'un des parents d'Olivier, qui m'a pris à partie, en me disant, Rekula, tu es un manipulateur, hein, l'armée, machin, la police, il ne peut pas y avoir de syndicat. Et j'ai rappelé à cette personne, non seulement que notre administration n'est qu'une pâle copie de l'administration française, et que l'administration française aujourd'hui a fait évoluer ses mentalités pour l'amélioration. Ah, mais Hugues, je ne sais pas pourquoi ça refuse, hein. J'ai accepté pourtant. Sinon, on monte sur TikTok. Je suis sur TikTok aussi. Donc, j'ai rappelé à cette personne que s'il est vrai qu'avant, c'était interdit, ou que ça demeure interdit, par exemple dans l'armée pure et dure, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de corps de police, de pompiers, de gendarmerie, qui ont des syndicats. Oui, c'est une réalité. Et là, vous avez cette personne qui bêtement est allée sur ChatGPT et venir prendre des choses, oubliant que même les ChatGPT, si ta requête n'est pas précise, si ta requête n'est pas actualisée, ben, il te sort des choses comme ça, la va-vite, et puis c'est à toi de faire l'analyse, la bonne analyse. Hein? Donc, j'ai rappelé à cette personne que si le droit de grève au sens strict des civils n'est pas admis dans les corps armés, il n'en demeure pas moins que les syndicats existent, hein, au sein de ces corps, et que ces syndicats ont une certaine liberté, même s'ils ne peuvent pas gréver comme faire grève comme des civils, mais ils ont la liberté de poser des mouvements d'humeur, de poser des opérations qui s'apparentent à des grèves. Je lui ai envoyé le nom des syndicats français, de police, de gendarmerie, de pompiers. Et cette personne me dit non, ça ne concerne que les civils. Je lui ai envoyé cette fois-ci des photos, des vidéos montrant des policiers en tenue ou en civil faire grève en France. Ben, ce monsieur est resté sclérosé. Donc pourquoi j'ai pris ces exemples? C'est parce que, vous savez, comme je vous l'ai dit, Oligui Nguema, c'est un très grand manipulateur. Il a envoyé son ami Ntosi, je ne sais plus, aux eaux et forêts, parce que les eaux et forêts génèrent énormément d'argent. Dans les eaux et forêts, vous avez l'exploitation de la forêt à travers des permis. C'est énormément d'argent. Dans ces permis, ce sont les grandes familles gabonaises, là. Enfin, grandes familles, bonsoir, Pis. Les grandes familles gabonaises, là, comme on dit, hein, ce sont eux qui sont dans l'exploitation de bois. Les Chinois, les Malaisiens. Donc, ce sont des milliards qu'on fait rentrer au peuple. L'exploitation forestière, minière et autres, hein, là également, ça permet de faire entrer des sous au ministère des Mines et aux Eaux et Forêts. Mais en plus de ça, vous avez aujourd'hui que la forêt, on vend la forêt à travers ce qu'on appelle les crédits carbone et autres. Ce sont des milliards que des organismes des internationaux envoient au Gabon. Hein, vous avez la Norvège et autres. Ce sont des milliards. Mais cet argent
aujourd'hui prend un chemin que seul Brice Clotaire Oligui Nguema et par exemple son ministre savent. Donc vous comprenez que quand au sein des eaux et forêts, vous avez des syndicats listes, vous avez un syndicat qui réclame une partie de cet argent selon ce que la loi leur dit, mais vous avez que ça attire le regard et aujourd'hui, Oligui Nguema et beaucoup d'autres ne veulent pas de ça. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait, sous prétexte d'une revendication, je ne sais pas, des uns qui allaient consacrer désormais le ministère des eaux et forêts comme étant paramilitaire, il fallait comme ça dire, bon, désormais, vous êtes tous des paramilitaires et comme vous êtes des paramilitaires, vous n'avez plus le droit à la parole, vous n'avez plus le droit de faire du syndicalisme et autres. Ce qui pose problème, parce qu'avant de vouloir museler ces personnes, mais payer leurs 27 mois d'arrivée de prime, surtout que lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, les eaux et forêts n'étaient qu'à 3 mois d'arrivée de prime. Ces primes-là, ce n'est pas la bonne volonté des dirigeants, non. Ces primes-là sont indexées sur l'argent mensuel que font rentrer ce personnel. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, officiellement vous dit qu'il régularise ça, alors qu'au final, il ne le fait rien. Il ne fait rien. Donc, aujourd'hui, il réduit ses agents au silence. Aujourd'hui, il réduit le salaire de beaucoup de ses agents. C'est pourquoi il dit tout ça. Ah, d'accord. Donc, il réduit toutes ces personnes au silence. Et il dit désormais, vous êtes des militaires. Et c'est là où je dis à ces personnes, mais non. Les paramilitaires peuvent avoir des syndicats. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple. Et si aujourd'hui, pour ces partisans d'Oligui Nguema, qui refusent de réfléchir par eux-mêmes, vous allez voir tous en commentaire depuis que j'ai fait cette publication, ils disent « Oh non, ce sont des militaires, ils n'ont pas le droit. Leur statut ne le permet pas. » Mais quel statut permettait à Oligui Nguema d'épouser Anouchka et de devenir polygame et d'épouser Anouchka? Aucun statut. Comment? Mais il y a une araignée dans le jus, tu la chasses. Comment un grand gaillard comme ça, tu rapportes une araignée? Bon. Vous voyez votre enfant. Et il vient m'interrompre, il y a une araignée dans les jus, une petite araignée. Vraiment, hein? Il faut dire qu'il prend la babouche et puis il tape ça là. Vraiment. Donc, je vais vous donner la parole, je termine là rapidement. Je disais que la manipulation de Brice Clotaire Oligui Nguema, encore une fois, vous voyez, c'est de dire, et il a fait une publication en disant que les syndicats, syndicalisme égale grève. Mais non, le syndicalisme est fait pour améliorer les conditions de travail. Le syndicalisme est là, les syndicats sont là pour être la passerelle entre les travailleurs et le patronat ou l'État. Quand tout est bien, tout est fait, tout est respecté, il n'y a pas de grève. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, faire comprendre aux Gabonais que syndicat égale grève, c'est tout simplement faire un déni de démocratie. Et Brice Clotaire Oligui vous fait en direct un déni de démocratie. Et vous êtes là, vous applaudissez. C'est quand même triste et grave ce qui se passe dans ce pays. Donc, si Brice Clotaire Oligui Nguema a pu violer le statut des militaires, a pu changer la loi de façon unilatérale, sans attendre être officiellement président de la République, sans attendre que l'Assemblée nationale le vote, parce que je vous rappelle que pour épouser Anouchka Oligui, il a changé le statut des militaires de façon unilatérale. Que pour donner de l'argent, 6 milliards à chacune de ces femmes, il a changé la loi de façon unilatérale en plein début de transition. Donc, qu'est-ce qui empêche ce même Brice Clotaire Oligui Nguema de changer toujours ces mêmes statuts et de continuer de permettre aux eaux et forêts d'avoir leur syndicat? Surtout que n'oublions pas, jusqu'aujourd'hui, ils disent que les eaux et forêts, ce sont des paramilitaires, mais où sont les textes? Il n'y a toujours pas de texte. Ou s'il y a des textes, ces textes ne sont pas appliqués. Et encore, il a divisé ce ministère entre ceux sortis des eaux et forêts, de l'école des eaux et forêts, et ceux sortis du recrutement de la fonction publique. Je vous parle là des géomètres, je vous parle des anthropologues, des statisticiens et autres. Donc, malheureusement, voilà l'état dans lequel notre pays est. Lorsqu'il s'agit
de ses biens personnels, Oligui Nguema sait utiliser ses... excusez-moi, voilà, le téléphone est un peu déchargé. Pour son bien personnel, Oligui Nguema sait comment changer la loi, sait comment la modifier. Mais pour le bien de tous, là on vous dit, ah non, c'est l'armée, ça on ne touche pas. Pour son bien personnel, alors que les Gabonais souffrent non pas d'argent, il a su augmenter le salaire des officiers, de ses amis, mais il ne peut pas augmenter le salaire des Gabonais. Pour son bien personnel, il a su créer comme ça maintenant des postes de généraux au niveau de la douane, au niveau des eaux et forêts, hein, mais il ne peut pas créer des postes pour des inspecteurs, pour des enseignants à travers tout le pays. Hein. Oligui Nguema a de l'argent pour provisionner 250 milliards pour acheter des véhicules, hein, soi-disant pour ces administrations, des véhicules qu'on achète tous les 2 ans, mais il n'a pas d'argent pour payer les enseignants. Il trouve normal que des gens qui, non seulement pour beaucoup, soient en pré-salaire, hein, des gens qui ont des salaires qui ne sont pas revalorisés, il trouve normal que des primes de vacation partent de 950 francs à 3500, 3600. Voilà les réalités qui sont là. Donc, la famille, c'est bien de dire que nous sommes des haineux, encore que si vous le dites, c'est parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un État, parce que dans un État vraiment démocratique, il est normal que n'importe quel concitoyen, s'il n'est pas d'accord avec la politique mise en place, qu'il critique. Mais comme vous, vous êtes dans une optique où il faut, coûte que coûte, sauvegarder, protéger votre bout de pain, comme il faut coûte que coûte dire qu'Oligui Nguema est le meilleur, est le gentil, est le sauveur, voilà pourquoi vous préférez éviter le débat comme là je suis en train de parler, et vous préférez dire non, Sirekula parle, c'est parce que il a un problème contre Oligui. Mais je m'en fous d'Oligui Nguema. Oligui Nguema ne m'a jamais nourri. Je ne connaissais pas cet homme avant qu'il ne fasse son coup d'État, si ce n'est à travers les propos, les likes de Stéphane Zing. Donc, qu'Oligui Nguema soit ce qu'il est ou sa famille, franchement, je m'en fous de lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, il s'est imposé par la force des armes à la tête du pays. Malheureusement, aujourd'hui, il entreprend des politiques, des actions qui m'impactent. Parce que vous qui ne comprenez pas le fonctionnement d'un État, vous qui pensez qu'il faut être au Gabon pour que tout ce qui se passe vous impacte, c'est que vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez pas compris. Rappelez-vous, en 2023, lorsque je me fais agresser par toujours ces mêmes criminels à l'ambassade du Gabon, je me fais agresser pourquoi? Parce que je défends mon vote. Je me fais agresser parce qu'Ali Bongo et ces gens avaient décidé que les Gabonais de la diaspora, comme nous sommes reconnus comme opposants, nous n'avions plus le droit de voter. Donc vous comprenez que toutes les décisions qui sont prises au Gabon impactent tous ceux qui ont en commun la nationalité gabonaise. Donc quand vous entendez des gens qui vous disent « Oh, ça ne vous concerne pas, vous êtes à l'étranger », c'est qu'ils ne comprennent même pas le fonctionnement de la République, ils ne comprennent pas. Lorsque vous entendez des gens qui vous disent « Oh, mais tous les jours tu attaques Oligui », ils ne comprennent pas qu'un citoyen a le droit de s'opposer à la politique de ceux-là qui dirigent. Voilà pourquoi vous avez vu qu'ils ont savamment fait disparaître l'éducation civique dans les programmes scolaires. Parce que c'est là où on apprend ça, où on apprend la citoyenneté, où on apprend le fonctionnement de l'État. Donc vous comprenez que lorsque vous voulez tuer moralement, idéologiquement, un peuple, ben vous tuez l'éducation. Voilà. Vous faites de ces personnes des éternels obligés. Tel qu'il a dit, la main tendue, la main qui demande reste en bas. Et eux, ils sont toujours en haut. Voilà pourquoi ils vous empêchent d'apprendre, mais leurs enfants apprennent dans de très bonnes conditions. Et quand leurs enfants vont apprendre aux États-Unis, en France, avant même d'avoir terminé leurs études, ils ont des postes budgétaires et ils viennent vous commander. Nous avons vu à l'époque du père, hein, ou à l'époque du fils, nous avons vu assez les pères qui a été rejoint par assez les filles, fils hein, et filles. Nous avons vu Mbumbu Miakou père qui a été rejoint par Mbumbu Miakou fils. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Et ça ne fait que continuer. Donc, la famille,
Je termine et je donne la parole tout de suite à une de mes fans. Droit d'aînesse oblige, excuse-moi, peace and love. Je termine par dire à tous les syndicalistes, à tous les syndicats, présidents de syndicats, que le fait de vous lever et de dire oui, voilà, nous sommes en grève, oui, c'est bien. C'est bien de dire, bon, de montrer. Mais ce qui sera encore mieux, c'est que vous soyez coordonnés. C'est que le président du syndicat des eaux et forêts puisse contacter le président du syndicat de la santé, de l'éducation nationale et autres, que vous puissiez vous asseoir et que vous puissiez parler d'une seule voix, pour que vous puissiez être une force. Je parle également du syndicat du pétrole, que vous puissiez parler d'une seule force, poser des actions ensemble, poser des préavis de grève ensemble, entrer en grève ensemble, paralyser ce pays, du moins cette politique. Hier, qu'est-ce qu'on a appris? L'arrêt de la subvention, ou du moins de la totalité de la subvention des produits pétroliers. Mais quelle sera la conséquence? On vous l'a dit depuis plusieurs mois. Augmentation du carburant. Qui dit augmentation du carburant va dire augmentation des denrées, parce que ceux qui transportent les marchandises vont dire, ah non, moi mon carburant coûte cher, donc ça va se répercuter sur le prix. Ça veut dire également que comme le courant, on paye du carburant, la SEG paye des groupes pour faire tourner. Ça veut dire que l'électricité va à nouveau augmenter. Ah oui, on ne vous le dit pas, mais c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que le taxi va augmenter. Vous allez peut-être faire désormais de la gare routière à Rio, vous ferez peut-être ça à 1000 francs. Voilà les conséquences. Ça veut dire également que vous qui avez des enfants dans le privé et autres, mais ça va également augmenter, puisque vous ne pouvez pas tous aller au public, c'est saturé. Vous qui êtes dans les lycées privés et autres, ça veut dire que le prix de la scolarité va augmenter. Mais je puis vous garantir une chose, c'est que non seulement votre pouvoir d'achat ne va faire que baisser, mais avec toutes les taxes qui sont annoncées et qui ont commencé à entrer en vigueur, vous perdez du pouvoir d'achat et vous donnez encore plus à l'État. Mais au même moment, le ministre, vous pensez qui touche 50 millions au trimestre, vous pensez que ces taxes auront une incidence sur lui? Elles n'auront aucune incidence. Quelqu'un qui touche, si je le dis, c'est parce que les chiffres sont là et nous avons le procès qui s'est tenu en catimini de l'ancien ministre Balonzi. Qu'est-ce qu'il nous dit? En 3 mois, il avait 45 millions de salaire. Il ne parle même pas des primes, des avantages. Donc, vous pensez que quand quelqu'un a 45 millions en 3 mois, ou du moins 15 millions par mois, mais vous pensez que même si vous lui tapez 1 million de taxes, vous pensez que ça lui fasse quelque chose? Rien du tout. Non seulement c'est des gens qui vivent aux frais de l'État, le carburant est payé par l'État, les voitures achetées par l'État, ils ne connaissent pas l'embouteillage, ils n'ont que des motards et autres. Vous pensez que l'inflation et tout ce qui va arriver va les affecter? Lorsque vous avez un Brice Clotaire Oligui Nguema qui a un salaire de plusieurs centaines de millions et qui à côté a une caisse noire appelée fonds politique qui varie entre 150 milliards et 250 milliards, vous pensez que ce monsieur subira ça? Mieux, j'ai soulevé également le problème de la transparence. Pourquoi jusqu'à ce jour Oligui Nguema ne rend pas public son patrimoine? Si c'est une question de loi, mais qu'il fasse évoluer la loi, c'est le président. Tout le monde, président de fait bien sûr, tout le monde a le droit de savoir quel est son patrimoine. Parce que curieusement, depuis qu'il est venu, son père ou ses frères et sœurs sont en train de construire Oyem. Lui, son père est en train de construire Oligui-Ville. Vous avez tous entendu Oligui Nguema à Mouila quand il a parlé au nouveau directeur du budget. Il lui a dit quoi? Que j'ai enlevé mon frère parce qu'on voulait le tuer parce qu'il était en train de construire Oyem, non? C'est pas ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a dit. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu toute la petite bande là de ceux-là, des pseudo-informaticiens et tous les autres, aller à Oyem nous montrer la construction d'Oyem, d'Oligui-Ville et autres et autres. Pourquoi cela n'a pas été fait avant le 30 août? Pourquoi aujourd'hui on nous présente un palace qui est en train d'être fait pied dans l'eau sur les rives du fleuve Como et qui semblerait être la maison d'Anouchka Oligui? Pourquoi ça n'a pas été fait avant?
Donc vous comprenez que naturellement, je suis amené à dire, avec de très 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 forts soupçons, hein, pour ne pas dire une certitude, que nous sommes encore dans des détournements de fonds pendant que le peuple souffre. Voilà la réalité. Donc mon frère Hugues, vas-y, tu peux prendre la parole. Sur Facebook, je vais couper tout de suite et je relance pour les débats. Hein. C'est pour éviter que, voilà, qu'il y ait des lives longs. Là, nous sommes à 1 heure, pile poil, donc c'est parfait. Je coupe et je relance. Grand frère, vas-y, Hugues Messane, bonjour. L'homme de Nzenkele.